Les films que vous allez voir ont été oubliés pendant plus de 70 ans, stockés dans des archives ou des greniers poussiéreux. Ces images en couleur sont pourtant des témoignages précieux sur la vie des Allemands pendant le Troisième Reich. Les amateurs qui les ont tournés ont immortalisé tout ce qui leur paraissait important. Entre 1933 et 1945, l'Allemagne est en proie à une véritable hystérie collective. La population voue un culte à Adolf Hitler qui a réussi à imposer l'idéologie nazie, caractérisée par l'élimination des Juifs et la volonté de rendre la nation toujours plus puissante. Pendant toute la durée du Troisième Reich, les manœuvres et les défilés militaires sont monnaie courante dans le pays. Et le svastika, l'emblème du Parti national-socialiste, est omniprésent. Mais qui sont tous ces gens qui ont suivi leur fureur avec enthousiasme et aveuglement dans la guerre et la catastrophe ? Qui sont-ils, ceux qui sont restés passifs et indifférents, tandis que leurs concitoyens juifs étaient systématiquement mis à l'écart, privés de tous leurs droits et déportés ? Ces images en couleur sont les premières tournées par Götz Hirt-Reger. Il est enfant quand son père lui apporte une caméra de cinéma des États-Unis. Avec sa sœur, Götz organise le procès de ses peluches. La sentence est exécutée dans le jardin de la maison familiale, à Leipzig. Le jeune réalisateur amateur est ravi de pouvoir tester la nouvelle pellicule couleur et de vérifier si le rendu des flammes est réaliste. Devenu par la suite correspondant de guerre dans la Wehrmacht, Götz Reger aura d'innombrables occasions de filmer des images d'incendie et de destruction. Quand le salut fasciste devient obligatoire après la prise du pouvoir par les nazis, refuser de le faire éveille inévitablement les soupçons. Götz Reger filme le personnel de la maison d'édition de son père pendant la séance quotidienne d'éducation physique. Bien avant son ascension à la tête du pays, Adolf Hitler avait écrit « Donner à la nation allemande 6 millions de corps bien entraînés et en moins de 2 ans, l'État national en aura fait une armée. » Voilà pourquoi dans toutes les entreprises allemandes, les employés courent et sautillent ensemble. Août 1937 à Leipzig, c'est le mariage de Walter et Erika Langer. Walter Langer est probablement un des cinéastes amateurs les plus prolifiques de l'Allemagne nazie. Contrairement à ses contemporains, il n'hésite pas à prêter sa caméra, car lui aussi veut passer à la postérité. Noël et le sapin croulant sous les décorations, c'est en Allemagne que cette tradition a vraiment pris forme. Erika Langer est professeure de musique.
On ouvre les cadeaux. Pour les dames, des présents utiles. Pour le père et l'enfant, des jeux. À cette époque, le circuit fabriqué par la société Tipco implantée à Nuremberg est un cadeau très populaire. La piste en carton renforcée de métal est facile à assembler. Les petites voitures se remontent avec une clé. Le fait que le patron de Tipco, un juif allemand du nom de Philipp Ullmann, ait dû quitter l'Allemagne en 1933 après avoir été exproprié, ne semble pas gâcher le plaisir de cette famille. Traditionnellement, le carnaval a lieu en février ou début mars. Pour les Allemands, ce n'est pas seulement l'occasion de se déguiser. Appelée « fête des fous », c'est une tradition ancienne où les pauvres se moquent des riches et des puissants. Mais pas dans l'Allemagne nazie. Pour les sociétés de carnaval, pas question de se distinguer. Chaque costume, chaque discours doit désormais être approuvé par le parti. Ces images ont été filmées par un amateur anonyme en février 1938 à Nuremberg. Désormais, la cible des moqueries n'est pas le dictateur à Berlin, mais les Juifs. L'antisémitisme a toujours été bien ancré en Allemagne, mais c'est à présent une doctrine d'État. À condition d'ouvrir les yeux, chacun peut reconnaître les prémices des persécutions futures. Été 1938, le paysage idyllique d'Opfenamsee, dans le sud-ouest de la Bavière, une destination de vacances très prisée. La famille de ce cinéaste amateur a demandé à ce que son anonymat soit préservé. Cependant, son dossier a révélé qu'il s'agissait d'un nazi et d'un antisémite convaincu. En effet, il était membre du parti et de la SS bien avant qu'Hitler ne devienne chancelier du Reich en 1933. Cet homme se procure ses pellicules directement auprès de la société Agfa à Wolfen, près de Leipzig, où il travaille comme ingénieur. Il soutient personnellement la politique de l'entreprise qui licencie ses employés juifs et fait entrer au conseil d'administration des membres du NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Son épouse est elle aussi membre du parti. Et la jeune femme qui s'adonne à la peinture de meubles, une tradition ancienne en Bavière, est leur fille aînée, Brigitte. À droite, la cadette Suzanne. Quelques semaines plus tard, elle rencontrera son futur mari. Pour l'instant, elle profite de ses vacances et joue avec les enfants des voisins. Automne 1938. Chez les Langer, on prépare des conserves pour l'hiver, sous l'œil attentif de la caméra de Walter Langer. Après la cueillette, les fruits sont pelés et coupés en morceaux. Les bocaux de la marque Weck sont un must dans tous les ménages qui disposent d'un jardin. Une fois les aliments stérilisés et refroidis, il se produit un vide dans le bocal qui assure leur préservation. Les concombres se prêtent aussi très bien à la mise en conserve, mais au lieu d'être cuits, ils sont préservés dans un mélange de vinaigre et d'épices. Stockés au frais dans le noir, ils se garderont pendant des mois. Voilà un appareil électroménager vraiment spécial, le réfrigérateur électrique Bosch.
C'est déjà le deuxième modèle sorti en 1936. Posé sur 4 pieds et doté d'une capacité de 120 litres, il comporte même un freezer. On peut enfin boire une bière bien fraîche à la maison. S'agit-il d'une plaisanterie ou d'un véritable entraînement? On l'ignore, mais ces images filmées à la fin du mois de septembre 1938 montrent un exercice d'alerte au gaz. Le 1er octobre de la même année, les troupes nazies occupent la région des Sudètes, au nord de la Tchécoslovaquie, dont la population est majoritairement germanophone. Pendant un bref moment, la guerre semble proche. À Offenburg, une petite ville allemande à une trentaine de kilomètres de Strasbourg, c'est la fête de la moisson. Un fils et une fille de paysans ont été choisis pour remettre un panier rempli de fleurs, de fruits et de légumes aux dirigeants du NSDAP. Depuis des années, le parti s'est approprié cette fête religieuse et l'a intégrée dans le calendrier des célébrations nationales socialistes. Les images des actualités montrent comment la dictature se met en scène dans les provinces allemandes. Sur l'estrade, le chef de district du parti se félicite de l'annexion des Sudètes et parle de la paix qui a été sauvée. Il parle aussi de Dieu, qui bénit toutes les décisions prises par Adolf Hitler. Un discours qui ressemble étrangement à un sermon. Puis vient le défilé. Il s'agit de fêter dignement le rattachement de l'Egerland, le cœur des Sudètes, au Reich allemand. Début 1939. À la frontière française, le front ouest de l'Allemagne est sillonné de tranchées, d'obstacles antichars et de blocos. D'après la propagande nazie, la ligne Siegfried est un ouvrage défensif. En réalité, son objet est de protéger l'offensive allemande à l'est qu'Hitler prépare depuis des mois en empêchant la France de foncer au secours de ses alliés polonais. Participent à sa construction des entreprises privées et de nombreuses organisations de masse nationales-socialistes comme le Service du travail du Reich, le Front du travail allemand et l'organisation Todt, une formation paramilitaire de génie créée spécialement à cet effet. Les travaux se déroulent au vu et au su de la population. À cause du manque de logement, les ouvriers sont installés dans des gymnases, des salles de bal et chez l'habitant. Ces scènes paisibles ne trahissent rien de la violence sous-jacente. Depuis longtemps, le quartier autour de la Bayerischer Platz à Berlin est prisé des avocats, des médecins, des scientifiques et des artistes, y compris ceux de la bourgeoisie juive. Mais cette époque est révolue. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, dans tout le pays, les boutiques appartenant à des juifs sont mises à sac et des synagogues incendiées. C'est la nuit de cristal. Après ce pogrom, les Juifs sont contraints d'émigrer et leurs appartements sont attribués à des Allemands qui disposent d'un certificat d'arianité. Voici Hans Burtscher. Jusqu'à présent, sa famille habitait dans le quartier ouvrier de Lichtenberg. Son épouse Martha, sa fille Marion et son fils Hans Burtscher Jr.
Hans Burcher n'est pas seulement un cinéaste amateur passionné. Il est aussi fabricant de matériel phonographique, de gramophones et de tourne-disques. Bien sûr, son appartement à Schönberg est équipé d'un de ces systèmes audio ultra modernes. Il met fièrement en scène le retour de son fils vêtu de son nouvel uniforme du service du travail du Reich, au sein duquel tous les jeunes hommes aptes au service militaire reçoivent une formation obligatoire. Hans Burcher Jr. arbore la coupe classique du soldat allemand. Les cheveux doivent être rasés au-dessus des oreilles à cause du port du casque et du masque à gaz. L'image est très stable. La caméra devait être posée sur un pied. Les joies des retrouvailles en famille. Berlin, le 6 juin 1939. Les enfants ont été dispensés d'école. Il fait un temps splendide. Sur la porte de Brandebourg, le drapeau du milieu arbore les couleurs de l'Espagne franquiste. C'est un amateur anonyme qui a filmé ces images depuis son appartement. Les voici enfin, les hommes de la Légion Condor. Depuis 1936, cette unité de volontaires allemands est engagée dans la guerre civile espagnole aux côtés des forces du général Franco. Les escadrilles de la Légion ont effectué des frappes aériennes contre la population civile. Ce sont elles aussi qui ont bombardé et rasé Guernica. Dans le camp de tente monté le matin même à l'extérieur de Berlin, ces soldats ont été décorés de la croix espagnole en bronze, en argent et en or. 9 jours après ce défilé, fort de l'expérience acquise en Espagne, le haut commandement de la Wehrmacht met la dernière main à son plan d'invasion de la Pologne. Changement de la garde devant le bâtiment gigantesque de la nouvelle chancellerie du Reich, achevé au début de l'année. À lui seul, le bureau d'Hitler fait 400 mètres carrés. C'est un bel été, le dernier avant la guerre. Dreiseux, sur la mer Baltique, à quelques kilomètres de la frontière avec le Danemark. Parmi les enfants de cette famille nombreuse, un jeune homme handicapé, un inutile indigne de vivre selon les critères nazis. L'élimination systématique des malades mentaux et des handicapés moteurs débutera l'année suivante et plus de 70 000 d'entre eux seront euthanasiés. Ce matin-là, le jeune homme est présent aux côtés de ses frères et sœurs rassemblés sous le drapeau. En revanche, au moment du lever des couleurs, il a disparu. La personne qui filmait a peut-être estimé qu'il n'avait pas sa place dans cette scène symbolique.
Un couple de jeunes mariés radieux. Suzanne, la jeune fille de Hopfen am See, épouse un architecte et officier viennois de la SS. Nous sommes le 12 août 1939. Le mariage a lieu dans la maison des parents de Suzanne, à Wolfen. C'est le père qui tient la caméra la plupart du temps, mais on l'aperçoit ici brièvement à droite de la mariée, lui aussi en uniforme de la SS. Le père du marié, lui, porte l'uniforme de médecin de la marine pendant la guerre. Il mènera des expériences sur des prisonniers de guerre originaires d'Afrique et d'Asie, dans le cadre de recherches sur les races et l'eugénisme. La décapotable BMW coûteuse montre que le couple, en lune de miel dans l'Algoï, fait partie des nantis du régime nazi. À Leipzig, Erich et Käthe Hoes viennent de se marier eux aussi. Leur voyage de noces débute à Ratibor, aujourd'hui en Pologne. Mais c'est à bord d'un canot pliable que le jeune couple va descendre l'Oder. Sur les rames, une affichette en lettres gothiques. Aux employés des chemins de fer, à manipuler avec douceur, s'il vous plaît, doit arriver en un seul morceau. Sous le nuage noir de la dictature, un semblant de liberté. C'est sous une tente, sur une rive de l'Oder, qu'Erich et Käthe vont concevoir leur fils Christian. Né au printemps 1940, c'est déjà un enfant de la guerre. Dans le plus grand secret, le déploiement des soldats allemands dans les forêts qui bordent le front de l'Est a commencé. Les premiers U-boats ont quitté Kiel et Wilhelmshaven pour l'Atlantique. Cette scène a été filmée au nord de Berlin, à peu près à la même période. Les chevaux des fermiers sont réquisitionnés par la Wehrmacht. La Seconde Guerre mondiale reste le conflit où l'on a utilisé le plus de chevaux. La mobilisation générale a commencé. Partout, les appelés rejoignent le régiment, comme ici, à l'ouest de Berlin. Dans quelques jours, la Seconde Guerre mondiale éclatera. Pendant ce temps, Erich et Käthe Hoes entament la dernière étape de leur voyage de noces et rien n'indique que ce fleuve marquera la frontière orientale de l'Allemagne quelques années plus tard. Au 10e jour de leur périple, les Hoes arrivent à Stettin, où ils filment un des futurs acteurs du conflit imminent, le navire hôpital Stuttgart. Tout récemment encore, c'était un bateau de croisière. Repeint de frais, ils s'apprêtent à faire route vers la Baltique afin d'embarquer les premières victimes de la Seconde Guerre mondiale. Stettin est la dernière étape filmée par les Hoes. Nous sommes le 31 août 1939 et ce sont les dernières images tournées en temps de paix.
1er septembre 1939. Le jour où l'existence de presque tous les Européens et de beaucoup d'autres à travers le monde bascule, Hitler accuse la Pologne d'avoir ouvert les hostilités. C'est un mensonge éhonté. Heure par heure, la Société de radiodiffusion du Reich informe la population inquiète de la progression des troupes allemandes. Pour le moment, l'humeur est à la gravité, comme le notent les espions du service de renseignement de la SS. Mais quelques jours plus tard, quand les Allemands apprendront l'entrée de leurs soldats dans Varsovie, ce sera l'euphorie générale. Désormais, le pays tout entier veut prendre part à une victoire glorieuse qui semble imminente. Ainsi, dans une petite ville du centre de l'Allemagne, les appelés de 25 à 45 ans se rassemblent à la piscine municipale. Pourtant, les plus âgés des réservistes devraient savoir ce qui les attend, eux qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Malgré cela, l'optimisme semble bien réel. On cire ses bottes avec enthousiasme. On avale sa soupe aux choux avec appétit. Toutes ces scènes ont été filmées dans un cadre privé. Ce ne sont pas des images de propagande. Un petit verre de schnapps avant les adieux. Ces hommes qui prennent leur service ne partiront pas au front. Pour le moment, ils seront affectés à des tâches policières dans les nouveaux territoires occupés en Pologne. À la gare, des adieux sans larmes. En septembre 1939, Walter Langer doit se présenter à son unité. Il a reçu la somme de 250 Reichsmark pour acheter sa tenue réglementaire, uniforme, casquette, poignard et insigne. En sa qualité de trésorier, Walter Langer est officier. Il n'a donc pas à se rendre sur le lieu de son affectation par ses propres moyens. Son chauffeur est le soldat Edmund Clemens. Plus tard, celui-ci sera envoyé sur le front oriental et tombera pendant la bataille de Stalingrad. Walter Langer est d'abord envoyé au château de Colditz, au sud-est de Leipzig. Le voici filmé dans son bureau. Dans l'ouest de l'Allemagne, à la frontière avec la France, les Allemands ont établi un no man's land, une zone rouge défensive de 400 km de long. La population civile a reçu l'ordre d'évacuer en laissant les maisons ouvertes, afin que les troupes de la Wehrmacht puissent prendre leur quartier chez elles. Les trous dans les toitures n'ont pas été causés par des grenades. Les tuiles ont été retirées pour que les soldats allemands aient une vue dégagée sur les secteurs de combat. Certains habitants sont restés dans la zone rouge pour servir de guide aux soldats.
Ces images ont été tournées par le lieutenant Edgar Forsberg de Berlin. En octobre 1939, son unité, la division d'infanterie Berliner Bärendivision, est redéployée ici. Edgar Forsberg passera le premier hiver de la guerre à la frontière franco-allemande. Pendant cette même période, Walter Langer reste stationné à Colditz. Il tourne ces images en cachette car le château a été transformé en camp de prisonniers où 1 millier de soldats polonais sont internés. Ce sont des images rares, fruit d'un passe-temps un peu étrange. Plus tard, Walter Langer les montrera lui-même en petits films qu'il montrera à sa famille. Le même hiver, il est envoyé à la forteresse de Königstein, dans le massif gréseux de l'Elbe, à l'est de Dresde. Dès le début de la guerre, la forteresse légendaire a été transformée en camp de prisonniers pour les officiers polonais. Les ordonnances sont internées avec leurs supérieurs afin d'assurer leurs tâches habituelles, mais ils sont aussi à la disposition des officiers allemands. Distribution de masques à gaz par une belle journée ensoleillée de janvier 1940. Walter Langer note dans son journal « J'ai reçu une taille 1, le modèle grosse tête ». L'Elbe n'est pas encore gelée, mais l'hiver est loin d'être fini. Sur la pancarte, on lit « Traversée sous surveillance entre 6h et 18h ». Chez les Burschers, à Berlin, on se prépare à fêter Noël. Le Christstollen, le gâteau traditionnel de cette période, sort du four. La distribution des cadeaux est prévue à 18h. Le printemps est là. Une petite place au soleil. Mais seulement pour les Allemands. Des instantanés d'un monde insouciant, ces images du bonheur familial ont été tournées dans la province de Brandebourg. Un officier de la Wehrmacht en permission au printemps 1940. Mais la joie est de courte durée. Il doit bientôt repartir car les préparatifs pour la campagne de France battent leur plein. On suppose que ces images tremblées d'un poste d'observation d'artillerie ont été filmées par l'ordonnance du lieutenant. Le 15 juin, la Berliner Bärendivision franchit le Moderbach au sud-ouest de Saarbrück et enfonce les lignes françaises avant d'avancer vers Paris. Le second blitzkrieg d'Hitler a commencé.
C'est un obus largué par un bombardier qui a creusé ce cratère. Les victoires s'enchaînent. La Belgique et les Pays-Bas sont occupés. La France est battue en quelques semaines. Des soldats allemands devant l'Arc de Triomphe à Paris. En Allemagne, les troupes reçoivent un accueil triomphal. À Dresde, la 4e division d'infanterie est de retour au pays, sous les acclamations de la foule en délire. Comment imaginer que 5 ans plus tard, la ville ne sera plus qu'un champ de ruines, rasé par les bombardiers britanniques et américains en février 1945. Les soldats qui défilent ce jour-là ne profiteront pas longtemps de leur triomphe. À la mi-août, ils sont envoyés à l'Est. Presque aucun d'eux ne reviendra. Mais pour le moment, la guerre a fait peu de victimes dans les rangs allemands. Le défilé est terminé. Les civils se hâtent de reprendre le travail. Ces scènes ont été tournées par le propriétaire d'un magasin de Redux. Dans leur tenue bleue et rouge, les vendeuses sont faciles à repérer dans la foule. Ces prisonniers de guerre ne sont pas des Polonais, mais des Français. En effet, après l'armistice signé en juin 1940, la forteresse de Königstein est devenue un camp d'internement pour les généraux français. De nouveau, Walter Langer filme en secret derrière les fenêtres et les balustrades. Une petite sensation, des soldats noirs des colonies africaines emprisonnés à Königstein. À l'instar des officiers polonais, les généraux français sont autorisés à avoir une ordonnance pour le ménage de leur quartier et le cirage des chaussures. Mais les Allemands traitent les Noirs comme de simples détenus. Les généraux bénéficient de privilèges nombreux. Ils peuvent recevoir du courrier et se faire envoyer de l'argent. Ils sont même autorisés à aller se promener dans les forêts voisines, à condition de promettre de ne pas en profiter pour s'évader. Le code d'honneur des officiers s'applique aussi en temps de guerre. Printemps 1941. La Berliner Baron-Division a été redéployée au sud-est de la Pologne, dans la région frontalière avec l'URSS. Pour le moment, les soldats attendent. Edgar Forsberg a-t-il été indigné ou amusé par la scène qui se déroulait sous l'œil de sa caméra? À qui voulait-il montrer ces images? Le port de l'étoile jaune deviendra obligatoire dans le Reich en septembre 1941. Mais dans les territoires occupés de la Pologne, les Juifs sont déjà stigmatisés et isolés par un brassard blanc.
Ils doivent également se présenter régulièrement au bureau de l'état civil afin de pouvoir être réquisitionnés à tout moment pour le travail forcé. 9 mois plus tard, les dirigeants nazis réunis à Berlin décideront de mettre en place la solution finale de la question juive. En pleine guerre, il est encore possible de s'offrir une petite excursion. Grete et Franz Ortmann de Berlin profitent de l'été pour se promener sur les bords du lac Templiner, près de Potsdam. Le caméraman amateur a utilisé un pied, ce qui explique la stabilité exceptionnelle des images. Ce qu'elle ne montre pas, c'est qu'en raison de la pénurie de carburant due à la guerre, les bateaux à moteur ne sont déjà plus en service. Seuls quelques bateaux à vapeur continuent d'assurer le transport des passagers. À la gare de Potsdam, un panneau jaune et rouge indique la direction de l'abri anti-aérien le plus proche. De fait, le programme de construction de ces abris a déjà commencé. Juin 1941, l'Allemagne lance une attaque surprise contre l'URSS. Edgar Forsberg filme la progression de l'armée allemande. Ville bombardée, village incendié, terre brûlée, civils en fuite et prisonniers de guerre. Walter Langer continue lui aussi de filmer, mais pour sa propre chronique familiale. À l'automne 1941, il est en visite officielle au camp de prisonniers de guerre soviétique de Königsbrück, au nord-est de Dresde. Son journal trahit un soupçon de compassion. Ils ne sont plus que des ombres terriblement émaciées et déformées. Les malheureux gisent sur des copeaux de bois entre les tentes et les baraquements, ou travaillent au ralenti, ce qui n'est guère étonnant vu leur état physique. C'est parce qu'il connaît personnellement le commandant du camp que Walter Langer peut filmer librement. Knau, en Thuringe, au cœur de l'Allemagne, ces scènes rurales semblent un souvenir lointain. Dans les campagnes, on manque de bras car les hommes sont au front. Alors pour les moissons, on a fait venir des travailleurs forcés. On ne les voit que sur ce plan. Ces images ont probablement été filmées par un soldat en permission qui a rapporté un cadeau à sa fille. Ces quelques scènes ont probablement été tournées pendant un congé de convalescence. Après son incorporation, Hans Burcher Jr. a fait une jaunisse et attrapé la malaria pendant son service militaire. Ce sont les dernières images que l'on a retrouvées de lui. Une alerte anti-aérienne. Désormais, la guerre frappe les Allemands sur leur propre sol. Printemps 1943. Ce canon anti-aérien a été installé sur le toit d'une usine chimique vitale au centre de l'Allemagne. Pour le moment, la région est encore inaccessible aux bombardiers alliés et cette démonstration a été organisée uniquement pour le caméraman anonyme.
Le tissu pour les uniformes étant devenu rare, les soldats des unités de batterie anti-aérienne en sont réduits à porter un brassard jaune qui indique qu'ils sont membres de la Wehrmacht. Ces hommes n'ont jamais vu de photos des villes de l'ouest de l'Allemagne détruites par les bombardements. Ils ignorent complètement ce qui les attend. Les exercices de défense antiaérienne se multiplient dans les grandes villes allemandes, dont Berlin. Pour le moment, personne ou presque ne se doute que la réalité de la guerre dépassera les pires cauchemars et rendra ces manœuvres bien dérisoires. De plus en plus d'hommes sont appelés au front. C'est pourquoi, en janvier 1943, ordre est donné d'appeler les garçons nés en 1926 et 1927 et âgés de 16 ans révolus. Ils sont affectés au service des canons anti-aériens. Le commandant de la Wehrmacht a calculé que 100 adolescents peuvent remplacer 70 soldats des unités de batterie anti-aérienne. Dans la pratique, les jeunes garçons vont s'avérer plus zélés que les adultes démoralisés et résignés et se montrer capables en très peu de temps de faire fonctionner seuls les canons. Selon les critères d'aujourd'hui, ces garçons seraient considérés comme des enfants soldats. Fin juillet, début août 1943, Hambourg est la cible d'une campagne de bombardement alliée sans précédent. En 10 jours, la ville subit 7 raids aériens. Ces images des incendies et de leurs conséquences ont été filmées par un certain Hans Brunswick, couvert par sa fonction de pompier. On estime que 34 000 personnes ont perdu la vie dans ces bombardements. Souvent, les corps sont tellement brûlés qu'il est impossible de les identifier. Des dizaines de milliers de sans-abri sont évacués vers le nord de l'Allemagne. L'armée allemande a commencé à battre en retraite dès sa défaite de Stalingrad. À présent, Edgar Forsberg ne sort plus sa caméra qu'en de rares occasions. Blessé grièvement à la tête, il va être rapatrié en Allemagne. Voici les dernières images qu'il a filmées, celles de la tombe d'un soldat quelque part en Russie. Qui était-il? On ne le saura jamais. À partir de 1943, il devient presque impossible aux cinéastes amateurs de se procurer de la pellicule couleur. Ces paisibles scènes de vacances en famille à Chiemgau, en Haute-Bavière, sont les dernières images tournées par un amateur dont nous disposions. Le front qui se rapproche, le début de l'exode des réfugiés et l'arrivée des vainqueurs n'ont pas été filmés.
Hans Burcher, le jeune homme plein d'enthousiasme dans son uniforme neuf, tombe en novembre 1943 près de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Il est enterré dans un cimetière militaire. Mais ses parents ont survécu à la guerre et ont vécu jusque dans les années 60 dans leur appartement de Berlin-Schöneberg. Walter Langer aussi a survécu. Dans un annuaire de 1949, son nom figure toujours à son ancienne adresse, à côté de l'indication « magasinier ». Il est probable qu'il a fait l'objet d'une procédure de dénazification. À la fin de la guerre, Suzanne et son mari ont fui l'Allemagne afin d'échapper aux poursuites en raison de leur adhésion au régime nazi. Ils se sont établis en Argentine, où ils ont vécu sous leur véritable identité. Ils sont rentrés en Allemagne à la fin des années 60.